Je m'appelle Laurent Guioli, je suis président de l'Observatoire régional transport et logistique du Grand Est, en abrégé l'ORTL, et je suis heureux de vous accueillir nombreux à cette réunion de partage et d'échange jusqu'à midi. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'ORTL, nous sommes une association fédérant des acteurs publics et privés très variés, mais tous concernés par les transports de marchandises et la logistique dans notre région, et les nombreux enjeux qui y sont liés. Notre vocation, c'est de produire et de partager des connaissances au niveau régional. Nous produisons notamment une newsletter mensuelle, des articles d'actualité ainsi que des publications statistiques ou thématiques. Nous sommes aussi un lieu d'échange et de partage et de mise en commun. Nous cherchons à favoriser le dialogue entre les acteurs, transporteurs, logisticiens, chargeurs, administrations, gestionnaires d'infrastructures et collectivités. C'est pleinement dans ce cadre que s'inscrit ce rendez-vous d'aujourd'hui consacré à la régulation et au contrôle de la profession de transporteur routier au niveau du Grand Est. Le souhait a été exprimé par plusieurs membres, notamment les fédérations professionnelles, qui ont fait part de leur intérêt à ce que l'ADREAL Grand Est, qui est l'administration en charge de ces missions et qui est aussi un membre moteur de notre association, puisse faire davantage connaître ce qu'elle fait, notamment le fonctionnement et ce qu'elle constate en termes d'enjeux et de tendances. L'idée, c'est aussi de dialoguer, que vous puissiez faire part de vos problématiques et de vos interrogations éventuelles. Le webinaire d'aujourd'hui va s'organiser autour de 5 thématiques. Nous allons successivement aborder l'organisation du pôle régulation du transport routier, qui sera présenté par son responsable à l'échelle de tout le Grand Est, Benjamin Benoît. L'activité registre des transports avec des chiffres clés et des tendances, Kevin Pasquale, qui est adjoint de Benjamin Benoît, basé à Châlons-en-Champagne. Activité de contrôle des transports, avec là des chiffres clés, mais aussi un focus spécifique sur le chronotachygraphe. C'est cette fois Sophie Colbus, qui est adjointe référente localisée à Metz, qui vous présentera cela, avec un des contrôleurs terrestres qui effectue ses contrôles sur le terrain. Il y aura aussi un point prévu sur l'activité formation FIMO, FCO, passerelle et accès à la profession. Et nous aborderons, si nous avons le temps, le CTSA, qui est la Commission territoriale de sanctions administratives. De quoi il s'agit exactement, quelles sont ses missions, ses membres, ses décisions et quelles sont les décisions qu'elle peut prendre et dans quel cadre. Tout au long des interventions, vous pouvez vous poser vos questions par écrit dans le chat discussion publique. Il y aura un temps aussi après chaque intervention pour y répondre et vous permettre aussi d'intervenir oralement. Nous vous demandons juste de faire preuve de respect et de courtoisie et de bien fermer vos micros durant la présentation. Je vous remercie à nouveau de la participation nombreuse de ce matin et remercie également grandement les intervenants de l'ADREAL Grand Est pour leur disponibilité. Je laisse la parole à Monsieur Benoît pour nous présenter le pôle régulation du transport routier dans son ensemble afin de mieux faire connaître et d'entrer dans le vif du sujet. Monsieur Benoît. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi effectivement d'être là. Alors, je suis un peu aveugle sur le nombre de personnes connectées, mais je pense que ce format a le mérite d'être extrêmement souple et peu chronophage sur le temps qui nous est imparti pour l'ensemble des personnes présentes sur le Grand Est. Donc, comme l'a introduit Monsieur Guioli, on avait compris notamment par les fédérations qui étaient demandeuses de ce type d'échange. Il faut savoir effectivement, je vais sur cette partie aujourd'hui l'introduire dans ma présentation. C'est vrai que pour mes collaborateurs et moi-même, c'est une première pour nous de vous rencontrer, d'échanger avec nous, puisqu'effectivement, au sein du pôle régulation transport routier, il y a eu du turnover, des vacances de poste effectivement assez longues. Donc voilà, ce premier rendez-vous va nous permettre de nous présenter, surtout d'identifier des contacts, d'expliquer un peu notre organisation. On vous propose un ordre du jour en ayant bien compris le bornage temporel en fonction des contraintes de chacun pour s'arrêter à midi. On pense que ça cible à peu près vos demandes et vos requêtes pour ce premier rendez-vous. Le but est d'échanger. Donc effectivement, voilà, on a des points. Si jamais effectivement ça dérive, peut-être qu'on peut se donner un rendez-vous à une autre occasion pour aborder plus en détail des points. Voilà, en tout cas, j'ai pas d'inquiétude sur ce sujet.
Les personnes que vous voyez en retour caméra en haut, donc en dehors de Monsieur Biolis, sont mes collaborateurs de l'Adral Grand Est que je vais vous présenter. Donc, on vous a parlé de Madame Colbus, de Monsieur Pasquale. Au milieu, c'est Monsieur Rémi Butch, qui est notre contrôleur des transports terrestres, donc contrairement à nous, qui est le plus opérationnel effectivement d'entre nous. Et c'est lui que vous avez eu la joie de voir dans l'animation d'attente, effectivement, en opération, qui était à l'occasion d'un reportage que vous aviez pu tous voir sur France 5, sur le front. On avait été contacté dans le cadre du tournage de cette émission. Bah, si vous voulez bien, je vais commencer par balayer l'ordre du jour qu'on vous propose. Moi, j'introduis vraiment la partie la moins opérationnelle, mais ça nous paraît quand même important vu qu'effectivement, vous ne connaissez sans doute pas la partie organisation actuelle du pôle. Après, ça sera Monsieur Pasquale qui prendra la main pour l'activité registre. Ensuite, Madame Colbus introduira l'activité contrôle des transports. Et c'est dans cette partie contrôle des transports qu'on aura un focus sur le chronotachygraphe, où là, c'est Monsieur Budge qui prendra la main, puisqu'effectivement, un grand spécialiste de cet outil, en espérant qu'on pourra tous effectivement apporter un maximum de réponses aujourd'hui. Mais après, je vous l'expliquerai, non, forcément, après, s'il y a des questions réglementaires dont on n'a pas de réponse immédiate, on se fera un plaisir de revenir vers le ministère ou de les sonder et de revenir vers vous ultérieurement. Donc, les points suivants, après, on a prévu de pouvoir les aborder, mais néanmoins, voilà, si ça dérive et qu'on arrive, ces points, effectivement, sur tout ce qui relève de FIMO, FCO, d'activité formation, on sait que ça vous intéresse aussi, on a prévu un point là-dessus. Et sur la partie CTSA aussi, on sait qu'il y avait des questions, donc on a prévu en dernier point. On pourra vous présenter tout le contexte, la réglementation, ou après revenir en détail sur ce point ultérieurement. Donc voilà, j'avance pour, effectivement, parce que l'heure tourne et ne pas perdre de temps. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter en intro pour l'organisation du pôle régulation transport routier. Donc, je pense, en fonction de vos écrans, c'est peut-être pas forcément lisible, je le sais très bien, c'était pas la vocation. Vous pouvez peut-être bouger avec vos souris, agrandir en plein écran, un petit peu, mais peu importe. C'est surtout les transparents suivants qui sont intéressants. Donc l'Adréal Grand Est, hein, c'est le service transport, là, ce qui vous apparaît sur les yeux, c'est beaucoup d'agents. Nous ne sommes qu'une partie, un des plus gros pôles, un peu en rose, là, au milieu, si vous voyez peut-être ma souris apparaître. Si vous êtes connecté souvent avec l'ORTL, vous voyez plutôt le pôle mobilité, Monsieur Lombard et Monsieur Boisvézy, mais voilà, il y a pas que ça, et notamment peut-être en interaction pour vos professions, si je dis pas de bêtises, il y a un autre pôle. À côté, en violet, il y a aussi le pôle qualité des véhicules. C'est eux qui s'occupent au sein de l'Adréal de tout ce qui est homologation, finalement, réception à titre isolé de carrossage ou de véhicules que vous importeriez de l'étranger, qu'on peut pas immatriculer immédiatement. Et sinon aussi, c'est eux qui ont la délégation de service public pour la supervision des centres contrôle technique poids lourds, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pôle qualité des véhicules. Mais nous, toutes les personnes que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qui est en rouge au milieu, c'est le pôle régulation transport routier. Et donc là, il y a beaucoup d'interlocuteurs, on a des coordonnées, mais ça, on va revenir dessus. C'est pas ce qu'il y a de plus lisible exactement. Voilà ce que je voulais en dire. Là, on fait un focus sur le pôle. Donc, on vous a parlé de Madame Colbus, Monsieur Pasquale, des antennes. Il faut savoir que, en fait, depuis là, finalement, le post-Covid, on est un peu organisé. Il y a eu des départs, il y a eu des vacances de poste, mais aujourd'hui, l'objectif du pôle régulation transport routier, je vais vous le montrer sur une carte plus visuelle après, c'est qu'on est implanté de manière assez équilibrée, uniforme sur l'ensemble du Grand Est. Et avec mes collaborateurs, on a effectivement une animation fonctionnelle, puisqu'après, vous en doutez bien, la réglementation s'applique et la même pour tous au sein du Grand Est, mais aussi au sein des régions voisines. Donc maintenant, on a Monsieur Pasquale, par exemple, qui anime tout ce qui relève des registres. On a des antennes et il est basé à Chalon-sur-Saône. Moi-même, je suis effectivement à Strasbourg. Et Madame Colbus, mon adjointe, anime effectivement les antennes de contrôleurs des transports terrestres qui sont répartis uniformément sur la région et elle est à Metz. Donc voilà. Après, on va revenir ensuite en détail. Hein, Monsieur Pasquale, quand il prendra la parole, vous présentera plutôt la partie registre. Madame Colbus, la partie contrôle, un peu dressée, et après on rentrera dans quelque chose de plus technique avec Monsieur Butt qui vous parlera des chronotachygraphes. Donc voilà, faut savoir effectivement, je vais vous monter une carte ensuite que là, le petit schéma visuel, c'est qu'en fait, bah, c'est vrai qu'avant, il y avait des ex-régions. Maintenant, on est en grande région, donc on a encore un peu des antennes
sur des schémas territoriaux. Les registres sont calés sur le périmètre des ex-régions. Les antennes cet été, il y en a grosso modo 2 par ex-région. Et voilà, en fonction des consignes qui nous viennent du ministère, il faut savoir effectivement qu'on anime tout ça sur chacune de nos implantations. Donc là, les petits codes couleurs que vous voyez, effectivement, vert, c'est ce qui est en périmètre Champagne-Ardenne. Rosé, c'est ce qui est sur le périmètre alsacien. Et bleu, c'est ce qui relève du périmètre lorrain. On y viendra aussi, puisqu'au-delà des registres, après, on a des agents qui ont des spécificités très pointues pour l'ensemble, effectivement, de la région. Et on a aussi, vous devez le savoir, après, des opérateurs de pesée, donc des agences spécialisées dans, effectivement, les contrôles de pesée, qui ne sont pas contrôleurs des transports terrestres. Et grosso modo, pareil, pour avoir un rayon d'action sur l'ensemble du territoire, ces agents, on en a un sur chacune des ex-régions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je sais que vous pouvez pas zoomer sur des coordonnées, mais je peux y venir. Après, je pense Kevin Pasquale et Sophie Colbus, il viendra. Faut savoir qu'aujourd'hui, la région, sur l'ensemble de nos implantations, voilà où nous sommes. Ça, c'est la région Grand Est. Faut savoir, en gros, je vous ai dit, les registres, c'est ce qui est en vert. On en a un Chalon, un à Metz et un à Strasbourg. Des antennes de contrôleurs terrestres, on en a un peu partout. On est plus d'une soixantaine d'agents sur l'ensemble du territoire pour pouvoir effectivement mener les opérations de contrôle de manière équilibrée sur l'ensemble des territoires. Et ce qui est en jaune, c'est l'opérateur de pesée de surcharge qui lui rayonne sur son périmètre d'ex-région. Évidemment, on peut bouger un peu et sortir de nos frontières, mais c'est l'idée d'avoir un équilibrage en permettant aux agents de pas faire 5 heures de route dans la journée. Faut savoir qu'aujourd'hui, ça va peut-être être une de vos questions. Aujourd'hui, les DREA, il y a des gros centres régionaux à Châlons-en-Champagne, à Metz et à Strasbourg. L'Adréal, il y a un accueil du public sur rendez-vous. C'est ce qu'il faut retenir. Ça veut dire effectivement, on n'est pas que disponible en visio ou en téléphone, mais c'est vrai que il y a peut-être des personnes qui sont venues comme ça à l'improviste. Il y a de moins en moins, voilà, tous les fonctionnaires partants ne sont pas forcément remplacés. Je pense que l'avenir qui est proche, si c'est pas déjà fait, c'est qu'il n'y ait plus de personnes physiques aux accueils des administrations. On peut ne pas s'en réjouir, mais c'est la réalité. Donc, par contre, le message qu'on vous passera aujourd'hui, c'est que voilà, on a des numéros de téléphone avec un standard téléphonique qui a des horaires d'ouverture, mais il y a toujours une personne effectivement qui répond suivant ces horaires. Et par contre, on a des boîtes mail qui sont des boîtes mail communes en fonction souvent des registres de transport. Et si vous écrivez à ces boîtes, il y a toujours quelqu'un qui suit derrière et qui répond et qui traite vos demandes. On va y venir notamment dans les chiffres de registre. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on assure cette mission de proximité, mais voilà, c'est vrai que le lointain passé que vous avez pu connaître avec une antenne de l'Adréal, avec un accueil du public physique, je préfère être transparent avec vous en disant que c'est un modèle qui est relativement en voie de disparition sur ce point. Donc, pour ce qui est des numéros et des adresses de boîtes électroniques, après, on aura ce focus-là sur la partie registre et contrôle. Donc peut-être que moi, je pensais m'arrêter là pour dresser ce tableau et de passer la main à Kevin Pasquale, à mon adjoint à Chalon, qui va vous présenter l'activité registre du pôle régulation transport routier. Mais après, effectivement, sachant qu'après, je précise bien, vous aurez une partie contrôle, aussi une partie chrono. Donc, je vous laisse voir si effectivement, je vois pas de main levée, s'il y a des questions immédiates, mais on peut y revenir à tout moment. Mais je pense pour garder le timing, parce qu'il y a déjà un quart d'heure qui s'est écoulé, je pense que c'est pouvoir offrir la possibilité de passer à la partie registre dès maintenant. Si ça vous, je sais pas, Kevin, si tu as la main sur les slides, sinon je le passe. Non. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Ok. Bonjour à tous, donc Kevin Pasquale, effectivement, donc adjoint à Benjamin Benoît. Donc je suis bien basé à Châlons-en-Champagne et pas Chalon-sur-Saône. Excuse-moi, navré. Et donc effectivement, je suis en charge de piloter donc les activités transversales liées au registre, à la pesée, à la lutte contre le travail illégal,
la mission CTSA et aussi tout ce qui est trait aux formations. Donc, en ce qui concerne l'activité registre des transports, donc au sein du service, donc il y a à peu près 10 agents qui sont fléchés sur cette activité de gestion du registre des transports. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Benjamin. Je n'ai plus la main, mais je pense que c'est Ah, peut-être Nicolas. c'est moi qui ai la main, peut-être. Ok, j'ai récupéré la main. Très bien. Donc, l'activité du service consiste en quoi? Donc, les agents gèrent le registre national des transporteurs routiers. Donc, leur mission principale, c'est d'instruire les demandes d'inscription, de modification ou de renouvellement des licences. Donc, ça, effectivement, on a une plateforme dédiée qui s'appelle Citizen, qui est en ligne pour effectuer toutes les démarches. Et aussi, le cœur de leur métier, c'est de vérifier les conditions d'accès à la profession. Donc, les 4 conditions requises pour accéder à la profession, vous les connaissez certainement. Donc, la capacité professionnelle. Donc, vérifier que les entreprises sont bien en possession de la capacité professionnelle, donc qu'elles ont acquis via soit un examen, l'équivalence ou encore l'ancienneté, par exemple. La capacité financière, justifiée d'un certain montant de fonds propres en fonction du type et du nombre de véhicules que possède l'entreprise. L'honorabilité, donc tout gestionnaire de transport ne doit pas avoir de condamnation incompatible avec la profession. Et enfin, la condition d'établissement. Donc là, c'est l'entreprise qui doit avoir accès en France d'un établissement effectif et stable où elle assure la gestion de son activité. Donc, leurs activités concrètes aux agents du registre qui sont basés, comme on l'a dit, à Châlons, Metz et Strasbourg, c'est d'instruire les dossiers, bien évidemment, de délivrer et de suivre les licences et les copies conformes, et de contrôler et de mettre à jour le registre électronique national des transporteurs routiers. Donc, tout ça, on s'inscrit bien dans la régulation du transport routier pour garantir la légalité du transport, assurer une concurrence loyale et contribuer à la sécurité routière. Concernant les chiffres clés liés à l'activité registre, donc sur le Grand Est, on a à peu près 4400 entreprises inscrites, donc selon les secteurs que vous pouvez voir, donc en marchandises, voyageurs, commissionnaires. Certaines entreprises donc sont inscrites sur plusieurs registres, comme vous le voyez. Donc tout se passe en ligne et sur la plateforme Citizen, comme je l'ai évoqué auparavant. Donc 4400 entreprises inscrites au 30 juin 2025 et le nombre de copies conformes qui sont en cours de validité sont à peu près autour des 63 000, dont la majorité, bien évidemment, en transport de marchandises. Sur les tendances liées à l'activité, donc effectivement, depuis 2022, enfin entre 2022 et 2024, sur le nombre d'entreprises qui sont inscrites au registre, on voit qu'il n'y a pas une grande évolution, si ce n'est une légère diminution en marchandises et voyageurs, mais au final, le nombre d'entreprises inscrites varie très peu. Et donc, on retrouve effectivement la même chose en termes de copies conformes qui sont délivrées et valides entre 2022 et 2024, puisqu'on se situe aux alentours des 50 000 copies conformes valides sur ces 3 dernières années en marchandises et à peu près 13 000 en voyageurs. Monsieur Gueuli. Oui, j'ai 2-3 questions là-dessus. Le nombre de licences que vous avez nommées en marchandises, elles comprennent toutes les licences, y compris les 3 tonnes 5, ou c'est uniquement les 3 tonnes 5? Ça comprend toutes les licences qui sont délivrées. D'accord. Et vous avez une différenciation entre les deux? On pourra sortir les statistiques si vous souhaitez. Oui. On pourra avoir ces données-là. Je ne les ai pas sorties aujourd'hui. D'accord. Ça peut nous intéresser au niveau de TNF. Ensuite, au niveau de l'honorabilité, une question. On sait qu'à l'heure actuelle, des infractions de classe 5, plus de 3 ou 4 infractions de classe 5, on a une perte d'honorabilité. On le sait uniquement quand on demande le renouvellement de la licence. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le savoir avant?
Parce que on sait qu'elles sont cumulatives et il peut y avoir 4 ou 5 infractions sur une période de 5 ans ou de 5 ans. Et quand on veut renouveler, on se rend compte qu'on a perdu l'honorabilité sans le savoir à l'avance. La démarche est très longue pour pouvoir recouvrer l'honorabilité. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir le savoir à l'avance? Là, sur l'honorabilité, effectivement, c'est de consulter son casier judiciaire. Et nous, ce qu'on regarde, effectivement, c'est le B2 des entreprises. Donc, à part consulter régulièrement son B2. Il n'y a pas de solution, d'accord. OK. Bon. Et ensuite, sur la délivrance des licences, le retour des périmés, alors, pardon, le retour des périmés, on a en CTSA passé une société qui avait 80 licences de périmés qu'elle avait encore à sa disposition à son siège. Est-ce qu'on restitue les périmés? Est-ce que vous les acceptez? Parce que pour l'avoir vécu, certains nous disent écoutez, vous avez qu'à les garder, ne nous les renvoyez pas. Un peu choquant. Alors, c'est une obligation légale de retourner ces titres. Donc, le registre, malheureusement, les reçoit que très peu. Après, il faudrait effectivement leur demander plus précisément. Mais c'est vrai que le retour de titres reste rare, on va dire. Par exemple, Ronald nous a dit de garder-les. Et c'est ce qui nous choque un peu, quoi. C'est pas la politique du Grand Est. Après, comme je vous dis, là, la présentation, nous, avec notre organisation aujourd'hui Grand Est, c'est qu'on garantit effectivement une homogénéité de traitement. Par contre, ce que vous dites, c'est que là, on est bien d'accord, nous, on applique les priorités que nous donne le ministère. Après, c'est vrai que maintenant, voilà, c'est remonté. On pourra échanger avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je serais surpris. Effectivement, comme vous le dites, nous, la politique, c'est on les demande, parce qu'après, le cas que vous citiez en CTSA, c'est ça, c'est des dérives de gens qui gardent les périmés, et après, on peut craindre qu'ils roulent avec des... le risque, il est là, quoi. C'est ça. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Donc, en tout cas, voilà, je vous confirme qu'en Grand Est, c'est bien le message qu'on relaie, quoi. Mais par contre, c'est factuel, on n'a pas une exhaustivité de retour. D'accord. Et dans la mesure du possible, on essaye, les contrôleurs essayent de passer aussi au sein des établissements pour récupérer les titres périmés. Dans la mesure du possible. Et après, on réfléchit en interne à des suites éventuelles quand les entreprises refusent de restituer les titres. Donc, la politique, c'est vraiment qu'on souhaite récupérer ces titres périmés. Mais après, quand il y a une entreprise qui vous dit qu'elle les a perdus, c'est un peu compliqué de réussir à les récupérer. Mais si un contrôle est réalisé sur la route avec des titres périmés, effectivement, les infractions sont relevées systématiquement et les titres sont confisqués. Je poursuis du coup. Donc sur la dernière slide concernant l'activité registre, donc on a souhaité faire un focus sur le service, effectivement, comme le disait Benjamin Benoît tout à l'heure. On a quand même 3 implantations en Grand Est, une à Châlons, Metz et Strasbourg, où on peut recevoir du public. Bon, on l'a dit uniquement sur rendez-vous, mais en tout cas, les agents sont disponibles via les boîtes mail dédiées et des numéros de téléphone. Donc, toutes les coordonnées sont accessibles très facilement à travers le site de la DREAL Grand Est. Donc, j'ai remis le lien dans la présentation. Donc, on assure en tout cas une qualité de service au sein de la région et on s'assure que les agents soient disponibles aussi pour répondre aux usagers. Et donc, pour suivre un peu la performance du service, 3 indicateurs sont suivis au niveau national. Donc là, pareil, vous les retrouvez à la fois sur le site des DREAL, en région, mais aussi au niveau du ministère. Donc, on suit les durées moyennes de traitement d'une demande à partir de son dépôt. Donc, c'est une durée moyenne entre le dépôt et la décision, et tout ça en incluant les temps d'échange, de demande de complément, etc., etc. Donc, en Grand Est, aujourd'hui, on est à peu près autour des 51 jours de moyenne pour traiter une demande à partir de son dépôt. On suit également, en termes d'indicateurs, la part des demandes avec une première réponse dans les 30 jours. Donc, on s'aperçoit que les demandes des usagers reçoivent une réponse dans les 30 jours à hauteur de 94% aujourd'hui.
Donc voilà, on est très réactif sur le sujet et très disponible pour répondre aux usagers. Et le dernier indicateur, et c'est celui qui est suivi au niveau européen, c'est la durée moyenne d'instruction d'une demande à partir du dossier complet. Une fois que tous les échanges ont été terminés, que toutes les pièces ont été récupérées pour un dossier, les dossiers sont traités en moins de 15 jours aujourd'hui. Donc voilà, vous retrouvez, j'ai mis aussi le lien des indicateurs de performance, vous les retrouvez sur le site de l'Adréal Grand Est, sur la présentation. Voilà pour ce qui est de l'activité registre. Je laisse la main à Sophie sur l'activité contrôle. Alors, avant de passer la main à l'activité contrôle, est-ce qu'il y avait des questions particulières sur cette activité registre? Non, pas en particulier. Je ne sais pas si j'ai la main sur le PowerPoint. Alors, j'ai toujours la main, je ne sais pas si c'est moi qui dois la passer ou pas. Moi, j'ai pas la main, donc je te ferai signe, Kevin. Je n'ai plus la main. C'est bon, c'est chez moi. Très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Sophie Colbus, je suis basée à Metz, donc je suis l'adjointe de Benjamin Benoît et je m'occupe de toute la partie contrôle. Donc la partie contrôle, c'est des contrôleurs des transports terrestres qui sont à peu près une cinquantaine répartis dans 6 antennes de contrôle sur tout le Grand Est. Donc ils réalisent leur mission à travers deux missions particulières. Ça va être le contrôle en bord de route, à l'aide notamment des forces en tenue qui interceptent les véhicules ou à des points de chargement-déchargement. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le contrôle route, où ils vont contrôler les transporteurs et les conducteurs sur le bord de route. Et la deuxième mission, c'est le contrôle en entreprise. Donc ils se rendent dans les entreprises pour réaliser des contrôles approfondis au siège des entreprises. Donc, je vous ai remis quelques chiffres clés sur l'année 2024 pour que vous ayez un peu une idée de l'activité de contrôle réalisée donc par cette cinquantaine de contrôleurs qui officient partout sur tout le territoire du Grand Est. Il n'y a pas de zone privilégiée. Ils réalisent leur contrôle en tout temps. C'est en journée, de nuit, les jours fériés, le week-end. Ça peut intervenir à tout moment. Donc en 2024, ils ont réalisé à peu près 4000 opérations de contrôle. Une opération de contrôle, c'est environ 3 heures de contrôle. Donc ce sont des demi-journées de contrôle. Et ce qui leur a permis de contrôler presque 12 000 véhicules l'année dernière, avec un focus particulier aussi sur tout ce qui concerne le transport de matières dangereuses, parce qu'on a des objectifs qui sont fixés au niveau national aussi sur le transport de marchandises dangereuses. Le transport routier de voyageurs, à peu près presque 600 véhicules ont été contrôlés l'année dernière, et également sur tout ce qui est véhicules utilitaires légers, avec près de 2600 véhicules contrôlés l'année dernière également. Donc, au niveau habilitation, des contrôleurs, ils vont contrôler tout ce qui est contrôle code du transport, également code de la route, mais surtout la réglementation sociale européenne. Et l'année dernière, ça représentait 329 000 environ journées de conducteurs contrôlés. Donc ça, c'est une part importante du travail où ils vont effectivement réaliser des contrôles à partir des données des chronotachygraphes. Et là-dessus, on reviendra, on fera le focus sur cette partie-là avec Rémi, sur les évolutions qui ont eu lieu sur les chronos cette année et les années précédentes. Mais également, des contrôles de pesée sont réalisés par les contrôleurs des transports terrestres, mais surtout par les opérateurs de pesée. Donc, on a 3 répartis sur tout le territoire. Donc, à retenir sur les chiffres de ces contrôles, en fait, sur les suites, on peut noter que sur les taux d'infraction qui ont été relevés en 2024, à peu près 18% des véhicules contrôlés sont en infraction.
Et pour les véhicules qui ont été pesés, on relève à peu près 30% des véhicules en infraction parmi ceux qui ont été pesés. Donc, il faut savoir qu'il y a un ciblage qui est quand même réalisé. Donc, ça permet aussi de mieux cibler les véhicules qu'on veut faire passer sur nos différents dispositifs de contrôle. Voilà pour la partie route. Donc aussi, on participe régulièrement à des opérations coup de poing au niveau de la zone de défense, des opérations spécifiques, mais également des semaines de contrôle européennes. On participe à différentes actions qui sont orientées sur certains types de véhicules, certains types de transports. Alors, pour ce qui concerne le contrôle en entreprise, l'année dernière, voilà, les contrôleurs ont réalisé près de presque 300 contrôles en entreprise. Donc, ce sont des contrôles qui sont approfondis, où on regarde toute l'activité de l'entreprise. Et ça a permis de contrôler également au niveau de la RSE, de la réglementation sociale européenne, près de 170 000 journées conducteurs contrôlées. Lors de ces contrôles en entreprise, voilà, il y a quand même encore beaucoup d'infractions qui sont relevées, qui ont donné lieu à 57 procédures l'année dernière. Donc voilà au niveau de tout ce qui est chiffres. Je suppose qu'il doit y avoir des questions sur cette partie contrôle, parce qu'après on va passer au focus chronotachygraphe. Du coup, je vous écoute. Monsieur Bureau. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez une répartition entre, quand on voit le taux d'infraction entre la France et les étrangers? Est-ce que c'est plus les Français qui sont en infraction ou c'est plus les étrangers? Alors, oui, effectivement, on a une répartition qui se dégage. Après, il faut savoir que sur la route, on contrôle à peu près 70% de véhicules étrangers. Dans la mesure où le reste, les Français, on va les regarder beaucoup en entreprise, où ça va nous permettre de faire des contrôles approfondis. Sur la route, on constate en taux d'infraction, c'est à peu près 20% pour les non-résidents et 16% d'infraction pour les Français. Surcharge, parler de 30% des véhicules pesés, c'est surcharge à l'essieu? C'est un véhicule en surcharge, que ça soit à l'essieu, l'ensemble, le tridème. D'accord, oui. C'est-à-dire qu'il soit comme un grumier, par exemple, au-delà des 48 tonnes, ou quelqu'un qui a mal réparti sa charge dans le véhicule. Vous n'avez pas la différenciation entre ceux qui sont en surcharge au-delà des 44 tonnes réglementaires ou 48 tonnes pour les grumiers. Il me semble que c'est 48 tonnes. Par rapport à celui qui est en surcharge parce qu'il a peut-être 20 tonnes mais mal réparties dans son véhicule. Tout à fait. Là, c'est vraiment le véhicule en surcharge, que ça soit à l'ensemble ou à l'essieu. Et ensuite, non, on n'a pas forcément la répartition. On n'a pas ce niveau de détail. Et ensuite, concernant la réglementation sociale, vous parlez de 330 000 journées, c'est contrôlé sur la route, plus 171 000 en entreprise? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc ça dénote, ça met en évidence une grosse pression de contrôle sur cette réglementation spécifique. Là, il y a Monsieur Chalot qui a levé la main. Donc, je ne sais pas si Nicolas peut lui activer son micro. C'est fait normalement, si vous pouvez parler, Monsieur Chalot. Quelquefois, ça marche pas du premier coup. Mais... C'est une question d'Anthony Feuillet. Normalement, vous avez les droits pour parler. Il faut juste activer le micro. Mais c'est vrai que du premier coup, ça marche pas forcément. On a tous eu cette expérience-là, quand tu actives les droits.
recliquer une deuxième fois, je pense que tout le monde arrivera à prendre la parole. Mais, Si ça fonctionne pas, vous pouvez poser votre question par écrit dans le chat. Bonjour. Bonjour. Oui, Anthony Feuillet, conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses externes. Alors, c'est la question en fait que je vous ai posée dans le chat par rapport aux expéditeurs. Voilà, on relève énormément d'infractions qui n'impliquent pas du tout la co-responsabilité des transporteurs au sens du chapitre 1.4. Et pourtant, malheureusement, sur la route, c'est quand même les transporteurs qui se font contrôler sur des non-conformités qui impliquent les expéditeurs. Voilà, alors je souhaitais savoir comment est-ce que les expéditeurs étaient contrôlés par rapport à la réglementation sur les marchandises dangereuses. Merci beaucoup. Alors effectivement, cette année, dans notre plan d'action, c'est un plan d'action qui est national, hein, qui est défini par la DGPR et la DGITM. Donc, il y a un focus particulier sur la partie expédition, sur certains types de transports. Donc là, on est en train, notamment sur tout ce qui est carburant liquide. Donc là, l'action, elle est en cours et elle permet de responsabiliser aussi les expéditeurs dans le cas-là. Après, sur les autres types de transports, il faut que je vois aussi avec mes experts TMD pour qu'on puisse vous apporter une réponse à vos questions. Parce que pour moi, les transporteurs ont aussi une responsabilité au niveau de l'ADR. Parce que je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. Est-ce que c'est des colis qui sont mal fermés? C'est quel type d'infractions qui sont relevées? Alors, pour vous donner quelques exemples assez concrets, on a encore certains expéditeurs qui ne savent absolument pas ce qu'est un document de transport de matières dangereuses, qui demandent des conseils au conseiller sécurité du transporteur. On a des expéditeurs qui n'étiquettent pas correctement les colis, mais on est sur des subtilités qui parfois dépassent les conducteurs, puisque c'est vrai que le transporteur a des obligations, mais la vérification des dimensions, par exemple, de l'étiquetage des colis n'incombe pas au transporteur. Je trouve quand même des infractions assez graves et qui sont répétées chez certains expéditeurs. Alors, on se demande si ces expéditeurs-là, du coup, ont bien des conseillers sécurité déclarés ou non. Mais c'est vrai que ça pose question, puisque derrière, les conséquences sur la chaîne sont assez graves. Et puis forcément, si l'expéditeur ne respecte pas l'ADR, automatiquement, toute la chaîne est directement impactée, quoi. D'accord. Moi, je prends la question. De mémoire, normalement, mes contrôleurs, ils relèvent l'infraction à la fois côté transporteur et à la fois côté expéditeur. Mais on reviendra vers vous sur cette question-là. Donc, c'est Est-ce que monsieur vous Anthony. m'entendez? Oui. Anthony. Oui. Vas-y, Oui, Michel. j'avais juste une question, je l'ai mise dans le chat d'ailleurs, sur les contrôles sur route. Est-ce qu'ils sont faits déjà avec les nouveaux dispositifs qui équipent aussi bien ou qui doivent équiper les véhicules et les corps de contrôle? Ou est-ce que c'est fait à l'ancienne, on arrête le camion et puis on lit le chrono? C'est-à-dire, est-ce que la lecture se fait à distance ou pas? Donc, vous parlez de, je ne sais pas qui La s'exprime, présélection, monsieur quoi. Charlot. Vous parlez du DSRC, Oui, c'est ça. C'est l'antenne qui va permettre d'interroger à distance les chronotachygraphes. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est en cours de déploiement. Ce sera déployé quand? Prochainement. Le mois prochain, on a une antenne qui arrive. Que ça simplifiera la vie. On arrêtera, quand vous arrêtez le véhicule, vous êtes sûr qu'il est verbalisable. Après, tout dépendra des modalités de mise en œuvre et également de ce qui sera détecté par l'outil.
Reçu, merci. Il interroge uniquement le chronotachygraphe et on contrôle pas uniquement cet aspect de réglementation. Oui, oui, on est d'accord. Enfin bon, c'est quand Ok. même pas mal. Ça Le, fait déjà pas mal de pré-contrôle, quoi. oui. L'ensemble des Il y a- DREAL devra être livré en fin d'année, la DREAL Grand Est comme les autres DREAL. Hein. Parce que les Allemands, de leur côté, ils l'ont déjà. Tout à fait. Alors, il y a Rémi Butch qui voulait intervenir, peut-être qu'il veut compléter mes propos avec plus de précision. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, oui, je voulais un peu réagir. Donc, de toute façon, ce qui a été dit est vraiment très juste, hein. C'est juste quelques petits compléments. Par rapport aux questions marchandises dangereuses, effectivement, on a la possibilité de verbaliser uniquement l'expéditeur aussi, dans certains cas, donc qui sont responsabilisés de cette manière. Alors, pour les détails, c'est vrai qu'on a des experts en marchandises dangereuses qui vont peut-être apporter plus d'éléments ultérieurement, hein, par rapport aux plans d'action qui sont mis en place, hein, et qui sont en cours. Et pour répondre à Monsieur Chalot, pour le DSRC, hein, donc ce dispositif, il a déjà été testé, effectivement, mais c'est un outil parmi tant d'autres. Hein, ça veut dire que il ne va pas remplacer effectivement la sélection des véhicules, l'interception par les forces de l'ordre. Il ne donne que quelques éléments, des indices finalement, qui vont peut-être évoluer aussi avec le temps. C'est un outil assez nouveau, mais à lui seul ne permet pas de dire c'est un véhicule en infraction. Il y a un contrôle sur route qui est opéré après avec des vérifications beaucoup plus fines, et c'est simplement un outil qui élargit la palette tout simplement, mais c'est pas sur cette seule base qu'on va arrêter un véhicule. Hein. C'est un outil complémentaire, voilà, dans une ensemble, dans un arsenal beaucoup plus large pour choisir les véhicules finalement. Reçu, merci, Monsieur Butch. Encore qu'on sait que quand il y a une partie d'infraction, souvent on en trouve d'autres. Les contrôleurs sont très bien formés pour ça. Hein. Vous pouvez aussi avoir l'inverse, hein, c'est des véhicules qui ont quelques petites infractions, mais mineures finalement, et qui vont peut-être être révélés avec le DSRC, et puis des véhicules qui ont des conducteurs ou des entreprises qui dissimulent mieux les infractions, et rien n'apparaîtra au DSRC aussi, donc Et vrai aussi. rien Je vous n'enlèvera le l'accorde. contrôle sur place. Donc voilà, c'est pas le seul. Le but, c'est pas d'arrêter juste les conducteurs qui ont dépassé de 5 minutes parce qu'ils n'ont pas trouvé un parking. Hein. C'est pas ça l'objectif du contrôle. Hein. Ouais. Tout à fait. Et Madame Frick souhaitait poser une question? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. tout à fait. Bonjour. Effectivement, j'ai une petite question sur les véhicules qui sont contrôlés. Est-ce qu'il s'agit également de véhicules de type poids lourd sur des entreprises en travaux publics ou des tracteurs agricoles, par exemple? Ah, il y a Rémi qui a peut-être une réponse. Oui, donc nous, on contrôle tous les véhicules, effectivement, puisque le champ réglementaire est assez large, et un véhicule agricole, hein, pour citer votre exemple, pourra être soumis à des réglementations ou pas selon son activité. Donc, effectivement, on contrôle tout profil de véhicule, et c'est après en examinant les pièces, les éléments qu'on va avoir, on va pouvoir savoir à quelle réglementation il est soumis. Après, on va dérouler notre contrôle ou l'arrêter si finalement le véhicule ne rentre pas dans un cadre qui relève de nos prérogatives. Donc, effectivement, madame, on va contrôler tout type de véhicule. Ok. Parce que je vous cache pas que nous, dans notre secteur d'activité, c'est un fléau. Les entreprises de travaux publics qui utilisent leurs véhicules pour faire finalement du transport et pas forcément du transport pour compte propre. Hein. Voilà, pour nous, c'est un fléau. Donc, j'attendais justement votre réponse à ce sujet-là pour savoir si on contrôle bien si la marchandise est une marchandise propre ou si ils sont pas en train de faire du transport dissimulé. De manière générale, également pour les tracteurs agricoles. Parce que pareil, c'est un fléau pour nous. Oui, madame, hein, je partage entièrement votre constat, hein, effectivement, et c'est pour ça qu'on a des actions, effectivement. On est très vigilant par rapport à ce type de transport, effectivement, parce que, bon, ça reste une minorité, mais
mais quelques opérateurs, effectivement, ont vraiment un bénéfice déloyal, hein, et gagnent des parts de marché, justement, en s'affranchissant de certaines obligations par rapport à l'inscription au registre des transporteurs ou autres. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant, mais je partage d'autres constats, effectivement, il y a quelques problèmes à ce niveau. Merci. Sur ce sujet, on a aussi une question de la société Schleiss. Donc, pourquoi les tracteurs agricoles ne sont pas soumis à la réglementation du transport alors qu'ils sont très présents sur les chantiers de travaux publics? Ils circulent sur la route au même titre que nos porteurs. Sont-ils soumis aux mêmes règles de conduite que les poids lourds? Alors, ça dépend vraiment, effectivement, de l'activité qu'ils font. Mais s'ils ont une activité qui concurrence le transport, ils sont soumis aux mêmes obligations, effectivement, que les transporteurs. Tout dépend vraiment, en fait, de l'activité qu'ils vont opérer. Je me permets juste de rebondir. Ils n'ont pas de chronotachygraphe, même s'ils font du transport. Justement, il faut voir, en fait, les règles. Ils vont être soumis, effectivement, aux réglementations de transport par rapport aux licences. Mais ça reste une activité quand même qui est encadrée, puisque ces véhicules agricoles, si vraiment ils sont utilisés que pour le transport, ils vont sortir du cadre. Ça reste une activité qui peut être accessoire pour certains types d'opérations, mais on va pas avoir des tracteurs agricoles qui roulent toute l'année pour faire du transport. Alors, si, il y a le cas quand même, et nous, on a connaissance d'entreprises qui font que du transport en tracteur agricole et rien d'autre à côté, mais leurs véhicules ne sont pas équipés de chronotachygraphe. Puis vous évoquez les transports de terre sur des chantiers ou des opérations spécifiques. Oui, moi je parle de travaux publics, effectivement, puisque c'est notre secteur d'activité à plus de 80%. Mais effectivement, il y a des entreprises qui font du travaux public en tracteur agricole, et c'est leur domaine d'activité, ils font pas d'agricole à côté, mais par contre, leurs tracteurs ne sont pas équipés de chronotachygraphe. Et c'est également un problème pour nous. Oui, par rapport au tachygraphe, tout à fait, d'accord. Oui, je comprends votre problématique, effectivement. C'est un sujet, mais nous, on n'a pas forcément la main sur la réglementation par rapport à cet aspect-là. Mais on va déjà contrôler qu'ils sont bien inscrits au registre des transporteurs, par exemple. Parce qu'il y a aussi des infractions sur ce point-là. Si je peux intervenir, effectivement, je suis jury d'examen auprès d'organismes de formation. Pratiquement 1 à 2 fois par an, on se retrouve avec des paysans qui passent l'attestation de capacité de transport, justement pour utiliser leur matériel autre que pour leurs besoins propres. Par contre, effectivement, on n'a pas de chrono. Les véhicules ne sont pas équipés. Oui, effectivement, oui, c'est effectivement, mais là, c'est un point réglementaire sur lequel nous, on n'a pas forcément. Nous, on applique la réglementation qui existe. C'est vrai que nous, on ne peut pas intervenir, mais on a déjà quand même fort à faire, déjà, ne serait-ce que pour l'inscription au registre, où on a quand même eu beaucoup de régularisation ces dernières années. C'est peut-être des choses qu'il faudrait qu'au niveau des organisations professionnelles, que ce soit remonté au niveau du ministère, hein. C'est tout. Très bien. Je vous propose de passer du coup à la suite de la présentation sur la partie tachygraphe intelligent avec Rémi. Nicolas, je ne sais pas si tu peux donner la main à Rémi sur le PowerPoint. Je m'en occupe. Merci. Alors, c'est vrai que je ne sais pas comment on change les diapositives, pour être honnête. Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai la centrale de commande. Merci, Nicolas. Donc, bonjour à tous. Monsieur Benoît m'avait déjà présenté, donc je suis contrôleur des transports terrestres à l'antenne de Strasbourg, et je vais vous présenter effectivement la partie sur les tachygraphes intelligents. Donc, je répondrai également à vos questions dans la mesure du possible, en fonction de la réglementation et de la doctrine, sachant que beaucoup de points réglementaires sont récents et il n'y a pas encore d'éléments de doctrine sur tous les points. Mais en tout cas, je prendrai note de vos questions, j'y répondrai effectivement, et sinon, on interrogera bien sûr l'administration centrale s'il y avait
des zones d'ombre sur certains aspects. Donc dans ma présentation, je voulais déjà aborder un petit peu le contexte aussi historique, un peu du tachygraphe intelligent. C'est un processus au long cours, hein, donc on va voir un peu la genèse et ça permettra de comprendre également pourquoi on se retrouve avec un calendrier assez complexe, par exemple pour les rétrofits, les obligations de remplacement. Vous l'avez constaté, il y a plusieurs dates, hein, c'était pas toujours évident de suivre ce calendrier, et aussi les différentes sous-versions aussi, hein, qu'on a vu apparaître, et ces éléments n'étaient pas forcément prévus au départ, et on va essayer un peu de situer ça dans le contexte historique et de l'évolution aussi un peu technologique de cet appareil. Donc finalement, l'acte de naissance un peu du tachygraphe intelligent, c'est en 2014, c'est le règlement UE 165/2014, qui va dresser les grandes lignes finalement de cet appareil, hein, et notamment, hein, on a une petite esquisse, hein, cet appareil notamment aura un dispositif de géolocalisation. Et aussi effectivement, hein, le dispositif que M. Chalot évoquait, le DSRC, pour cibler un peu mieux les contrôles, hein. C'est un outil en plus, hein, qui se rajoute sur la palette de contrôle. Et donc, le tachygraphe intelligent, l'objectif, c'est qu'il s'appuie sur les nouvelles technologies qui sont encore en cours de lancement. On parle notamment de Galileo, parce qu'à l'époque, effectivement, il faut voir que l'Union européenne était la dernière grande puissance à ne pas avoir de système satellitaire propre, hein. Les États-Unis avaient ouvert le bal avec le système GPS ils avaient commencé les travaux en 1978 et ce système était opérationnel dès 1993. Et donc on voit que ces systèmes un peu satellitaires, ils prennent 15 à 20 ans à lancer. Donc on met des satellites en place, on crée une technologie, et donc forcément quand on commence ces projets-là, on ne sait pas forcément les contours définitifs, hein, en fonction de l'avancée des travaux, hein. La Russie a emboîté le pas aux États-Unis en 1982 avec GLONASS, et puis la Chine en 2000 avec Beidou, hein, qu'on appelle également COMPASS. Et donc l'Union européenne vraiment a vu que c'était important comme enjeu d'avoir son propre système, donc Galileo. Donc Galileo, ce projet, du moins la volonté de le faire, a été lancé en 99. En 2003, vraiment le projet a débuté, hein, au niveau technique. Je vois qu'il y a une question. Enfin, quelqu'un a levé la main de TLF, donc je vous écoute. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir le micro ou pas. Ou sinon, je vais continuer, puis je répondrai à votre question, hein, s'il y a un problème pour le son à la fin de mon intervention, hein. Je n'oublie pas que vous avez levé la main. Donc pour revenir à l'évolution, effectivement, on voit que l'Union européenne, effectivement, s'est aussi lancée dans son système satellitaire. Et au départ, il y avait effectivement juste cette géolocalisation. Et c'est pour ça que dans le règlement, alors la concrétisation finalement du tachygraphe intelligent, hein, vraiment les lignes vraiment bien précises, c'est le règlement 2016-799 qui crée l'annexe 1C. Donc cette annexe va vraiment mettre toutes les caractéristiques du tachygraphe intelligent. Et donc c'est finalement la première version de cet appareil, hein. À l'époque, on ne pensait pas faire d'autres versions, hein. C'était le tachygraphe intelligent. Alors aussi, pour vous situer, on a beaucoup de noms différents, hein, pour le même appareil, hein, puisque finalement, le tachygraphe analogique, c'était la première version d'appareil. On a eu le tachygraphe numérique en 2006, le Gen 1, si on veut, qui correspondait à l'annexe 1B du règlement sur les tachygraphes. Et donc, le tachygraphe intelligent, c'est l'annexe 1C. C'est pour ça que vous avez certainement entendu parler de 1CV1, 1CV2, c'est référence annexe 1C, mais on peut l'appeler différemment aussi, puisque c'est la deuxième génération du tachygraphe numérique. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Gen 2, et donc avec les deux sous-versions, Gen 2V1, Gen 2V2, mais on va y revenir. C'était juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a autant de termes qui fleurissent, qui finalement désignent le même appareil. Donc effectivement, en 2016, donc,
c'est un règlement d'exécution, le 2799, qui vraiment définit le tachygraphe intelligent en son annexe 1C. Et ce tachygraphe intelligent verra vraiment le jour le 15 juin 2019, effectivement, pour les véhicules qui sont mis pour la première fois en circulation. Mais, entre-temps, effectivement, hein, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, enfin, du moins les autorités, c'est l'évolution de la technologie aussi, et puis quelques enjeux géopolitiques. Hein. Il y a eu des conflits qui sont apparus entre-temps, et donc il y avait un besoin de sécuriser tout ça aussi, puisque il faut rappeler aussi que les premiers systèmes satellitaires GPS, GLONASS, Beidou avaient une application militaire et une déclinaison civile qui était un peu moins perfectionnée, alors que au départ, Galileo, c'était une vocation civile exclusive. Donc on l'a vraiment construit pour un usage civil. Et entre-temps, on a vu qu'il pouvait y avoir des grosses perturbations si ce signal était falsifié ou bloqué ou autre. Donc, entre-temps, on a estimé qu'il fallait aussi créer des sécurités. Et donc, il y a un système de sécurisation qu'on appelle OSNMA, donc Open Service Navigation Message Authentification. Et donc, l'objectif, c'est d'éviter les falsifications en fait du signal de géolocalisation. Hein. C'était quelque chose qui était plus proche de la science-fiction ou d'usage militaire au début des années 2000, puisqu'il fallait des moyens considérables pour falsifier une donnée de géolocalisation. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du spoofing, hein, c'est le fait de falsifier une donnée de géolocalisation. C'était très complexe encore il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, avec quelques dizaines d'euros, hein, des outils électroniques que vous trouvez sur Internet, vous pouvez falsifier un signal de géolocalisation qui n'est pas sécurisé. Donc, entre-temps, effectivement, l'Union européenne a déployé, hein, par l'Agence spatiale européenne, le système OSNMA, donc, qui va authentifier le signal de géolocalisation. Simplement, effectivement, la première version de tachygraphe intelligent, telle qu'elle a été mise en place en 2016, par l'annexe 1C, ne prévoyait pas la prise en charge d'un tel système de sécurité. Et donc, on s'est rendu compte que, même au niveau matériel, l'appareil ne peut pas le prendre en charge. Et c'est pour ça que l'Union européenne s'est dit, on va quand même lancer, effectivement, le tachygraphe intelligent en 2019, parce que il y a quand même des apports, hein, la géolocalisation, même si elle n'est pas sécurisée. C'est quand même un appareil qui a d'autres éléments de sécurité, hein, que je ne vais pas forcément détailler ici, parce que ça prendrait du temps, et donc qui améliore aussi effectivement la lutte contre les fraudes. Simplement, on s'est rendu compte que à terme, il faudra lancer une deuxième version qui, elle, matériellement, prendra en charge effectivement le système OSNMA, et donc sécuriser ces données pour éviter les fraudes, les falsifications ou autres, ou les perturbations si effectivement quelqu'un voulait vraiment désactiver le système, hein, puisque Galileo est utilisé aussi pour l'usage civil par des agriculteurs pour guider leurs tracteurs ou pour d'autres services que le transport. Et donc, effectivement, il a fallu créer une deuxième sous-version. C'est pour ça qu'il y a ce fameux calendrier du rétrofit aussi, qui prend en charge effectivement OSNMA, qui a été finalement mis en service tout récemment en 2025, hein, cette année au mois de juillet. Et c'est pour ça qu'on a une deuxième version du tachygraphe intelligent. Et d'ailleurs, hein, on a aussi un autre terme, hein, qu'on verra, c'est que toutes les versions que vous avez actuellement sur le bord de route sont des versions transitoires du tachygraphe intelligent. Il y aura encore effectivement une version finale, hein, normalement qui ne nécessitera pas de modification matérielle, qui va être mise en service quand le service d'authentification sera totalement opérationnel. Donc ça, c'est un point qu'on verra. Mais voilà. L'idée, c'était vraiment de vous présenter un peu l'évolution un petit peu historique du tachygraphe intelligent, pour vous montrer qu'effectivement, il y a eu plein de modifications liées à l'évolution technique finalement, qui ne pouvaient pas être prévisibles au moment où cet appareil a été lancé. Et donc, voilà, là, je vais effectivement vous présenter les dates clés un petit peu de ce qu'on appelle rétrofit. Donc, le rétrofit, c'est le synonyme de remplacement finalement, hein, c'est-à-dire que c'est un programme de remplacement des appareils qui sont d'anciennes versions,
Alors, au départ, déjà, première date, hein, on l'a évoqué, 15 juin 2019, les véhicules premièrement mis en circulation doivent être équipés du tachygraphe intelligent première version, donc 15 juin 2019. Et au 21 août 2023, c'est les véhicules premièrement mis en circulation qui auront la deuxième version du tachygraphe intelligent qui était censé prendre en charge effectivement le système d'authentification au SNMA, mais qui n'était pas encore mis en service. C'est pour ça que c'est une version transitoire. Et donc après, le rétrofit à proprement parler, donc c'est remplacer les anciens appareils, donc numériques ou analogiques de première génération, pour les véhicules affectés au transport international. Donc, en gros, c'est les véhicules qui circulent, si on prend la réglementation, en dehors du pays d'immatriculation. Donc, on peut aussi imaginer un véhicule qui fait un transport intérieur dans son pays, un véhicule allemand qui ferait Allemagne-Allemagne, mais qui passerait sur l'A35, par exemple en France, pour éviter la Maut. Ce véhicule-là doit quand même respecter les rétrofits parce qu'il ne circule plus dans son pays d'immatriculation. Ça, c'est aussi un point qui est important. Donc, première échéance, c'était les tachygraphes analogiques et tachygraphes numériques de première génération qui devaient être remplacés au 31 décembre 2024, avec une période de tolérance, finalement, de 2 mois, qui a été décidée par les instances européennes. Un autre point aussi qui vient du paquet mobilité, le paquet mobilité aussi, effectivement, a nécessité des modifications sur la deuxième version du tachygraphe intelligent, puisqu'on a voulu renforcer aussi le contrôle du cabotage. Et pour contrôler le cabotage, on se base quand même sur les chargements-déchargements d'un véhicule tracteur. Et donc, justement, on va le voir sur la diapositive suivante, il y a aussi ces fonctions de chargement-déchargement qui peuvent être renseignées effectivement dans l'appareil. Donc, donc ce paquet mobilité aussi élargit la période de contrôle de 29 à 57 jours. Ça, c'est vraiment les innovations qui sont arrivées en 2020, effectivement, par le paquet mobilité et qui sont mises en œuvre cette année. Et donc, on a eu une étape très récente du rétrofit, donc du remplacement. Ces tachygraphes donc intelligents de première version qui doivent être remplacés depuis le 18 août 2025, toujours pour les véhicules affectés au transport en dehors de leur pays d'immatriculation, par des tachygraphes Gen 2 V2, donc des tachygraphes intelligents deuxième version, donc la dernière version en vigueur. Voilà. Et puis une échéance, donc ça c'est des échéances qui se sont produites, et on a une échéance encore aussi qui va arriver au 1er juillet 2026, l'année prochaine, c'est l'élargissement effectivement des tachygraphes aux véhicules qui ont plus de 2,5 tonnes de masse maximale admissible, ou ensemble de véhicules. C'est-à-dire que si on a un véhicule et une remorque, on va additionner la masse maximale, donc c'est le champ F2 de votre certificat d'immatriculation, qu'on va additionner celui du véhicule tracteur et de la remorque. Et donc si on dépassera ces 2,5 tonnes et que le véhicule effectivement circulera en dehors de son pays d'immatriculation, il sera soumis également au tachygraphe. Et donc, on voit pas sur la diapositive, mais c'est bien la dernière version, donc Gen 2 V2, deuxième version du tachygraphe intelligent, qui devra être installé sur ces véhicules. En revanche, pour les transports de personnes, la règle ne change pas. C'est toujours plus de 9 personnes, conducteurs compris, qui seront soumis au tachygraphe. On parle bien du transport de marchandises dans ce cas bien précis. Donc là, on va aussi voir les innovations sur la diapositive suivante du tachygraphe intelligent. Alors, je n'arrive pas à avoir la main pour avoir la diapositive. Ah si, voilà. C'est en train de charger. Donc, effectivement, par rapport à la première version de tachygraphe intelligent, on a 3 grandes innovations. L'enregistrement automatique des passages aux frontières. Donc là, j'attire la vigilance quand même, c'est que l'enregistrement des codes pays en début et en fin de période d'activité est toujours obligatoire, bien qu'on ait le dernier tachygraphe. On parle uniquement de l'enregistrement automatique des passages aux frontières. Et effectivement, il y a une fonctionnalité qui a été rajoutée pour notamment le contrôle du cabotage. C'est la possibilité d'enregistrer les opérations de chargement et de déchargement. Donc, il y a
un menu pour le chargement, un pour le déchargement, un pour les opérations qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y aura un chargement et un déchargement qui intervient dans la foulée. Et donc, le fait de renseigner un chargement ou déchargement va activer un point de géolocalisation par l'appareil de contrôle. Donc, on aura le contrôleur aura l'information qu'il y a eu un chargement ou qu'il y a un déchargement et la géolocalisation de cette opération en question. Et enfin, là, c'est effectivement la dernière fonctionnalité qui est disponible mais qui n'est pas encore activée. C'est sur ça qu'on parle de tachygraphe de version transitoire, sauf peut-être sur quelques véhicules neufs. Mais sinon, cette option va être activée ultérieurement. C'est effectivement l'authentification du signal de géolocalisation. Donc, il y aura une clé de sécurité qui va confronter le signal satellitaire et s'il ne correspond pas à ces clés de sécurité, il ne sera pas pris en compte dans la localisation dans le point de géolocalisation. Il sera pas validé. Et donc, cette sécurité, effectivement, sera quand même très performante parce qu'il faudra vraiment des outils très particuliers pour la contourner. Hein. Voilà un peu pour la présentation. Je vois qu'il y a des questions qui sont visibles sur... Ah oui, il y a une dernière diapositive sur les textes. Hein. Je ne vais pas vous les énoncer hein, puisqu'ils sont mentionnés tout simplement. C'est sur ces textes que je me base hein, pour vous faire ma présentation. Hein. Donc, de la réglementation et aussi un peu de doctrine. Hein. La DGTM a communiqué hein, sur le calendrier du rétrofit, hein, ces dates qu'on a évoquées, et sur la fameuse période de tolérance de 2 mois qu'on avait donc en janvier et février 2025. Donc, je vois que M. Guioli a levé la main. Oui, je voulais poser une question concernant, nous sommes sur une zone frontière hein, avec l'Allemagne, Luxembourg, Belgique et Suisse. Est-ce que les sanctions pour non-respect sont identiques dans chaque pays ou chaque pays adopte sa propre réglementation et ses propres sanctions? Donc, chaque pays, hein, comme vous l'évoquez, effectivement, M. Guioli, ont leur propre code de procédure pénale. Et c'est vrai que nous n'avons pas la main dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, la sanction peut être différente d'un pays à l'autre. Alors que c'est une décision européenne. Alors, il y a un texte européen qui soumet chaque État membre. À partir du moment où il y a un texte européen, on devrait avoir des sanctions identiques dans tous les pays. Ce n'est pas le cas en tout cas, c'est-à-dire que la règle, hein, pour vous détailler, par exemple, hein, nous on se repose au niveau européen sur 2 grands textes. Le règlement 561/2006 qui va prévoir effectivement tout ce qui est temps conduite de repos, et puis le 165/2014 qui va plutôt prévoir les dispositions relatives à l'usage de l'appareil. C'est comment l'utiliser, effectivement. Et donc, tous les pays européens sont soumis à ces textes. Ces textes laissent une latitude pour certains aspects sur des éléments complémentaires. C'est par exemple les exemptions du tachygraphe. Il y a des exemptions qui sont européennes. Hein. C'est prévu par le 561/2006. Et puis vous avez encore par exemple, le Code des transports prévoit des exemptions au tachygraphe qui sont propres au transport en France. C'est une latitude que l'Union européenne a réservée aux États. Et le deuxième aspect, c'est que dans le code pénal, vous avez toujours un texte qui prévoit, donc ça peut être un texte européen, vous avez un texte qui réprime. Et les textes qui répriment, c'est pas des textes européens, c'est des textes nationaux. Ce qui fait que le même manquement, hein, par exemple, conduire plus de 10 heures par jour, pourra être sanctionné par une contravention de 4e classe ou de 5e classe en France avec un certain montant, et une infraction de toute autre gravité dans un autre pays. Et là, l'Union européenne ne fixe pas de barème sur cet aspect-là. Est-ce que ça implique pas une concurrence déloyale, sachant qu'on est un pays où on est traversé par tous les pays étrangers, puisqu'on est un carrefour nord-sud. Je veux dire, quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Hollande, quand vous avez une infraction, elle est autrement plus élevée que les infractions qu'on peut avoir sur notre territoire. Vous avez peut-être des exemples d'infractions et de montants? Des surcharges, oui, des surcharges à l'essieu. J'ai déjà eu pour 7 000 € d'infraction.
D'accord, puisque moi je connais pas les barèmes étrangers, hein, pour être honnête. Ouais. Mais les consignations, par exemple, pour donner quelques exemples, hein, un véhicule étranger qui ne respecterait pas le rétrofit, par exemple, hein, on considère qu'il n'a pas de tachygraphe. La consignation, selon les tribunaux, varie entre 2 250 € et 4 500 €, par exemple. Et le véhicule peut être immobilisé quand même. Donc, c'est quand même des montants qui sont significatifs, hein, en France. Un autre exemple, ça peut être les utilisations frauduleuses de l'appareil, hein. C'est pareil, hein, c'est entre 2 250 et 4 500 € et auquel vous rajoutez les frais de mise en conformité. C'est-à-dire que nous, on a effectivement la consignation, l'immobilisation du véhicule et on veille aussi à ce qu'il soit remis en conformité aux frais du transporteur. Donc là, vous pouvez avoir des transporteurs qui sont contrôlés, qui ont les consignations qu'on va prélever, plus les frais du garage pour remettre en état leur système de freinage, leur système anti-pollution ou le tachygraphe, hein, dans le cas qu'on évoque, hein. D'accord. Merci. Donc c'est pas des amendes anodines non plus, je les payerais pas moi-même, hein, si je pouvais éviter. Donc, mais c'est vrai que c'est un élément tout à fait exact que vous soulignez, c'est que chaque pays a son propre code de procédure pénale, il applique les mêmes règles au niveau des temps de conduite, mais en revanche, les peines vont être différenciées. Effectivement, c'est un fait. Nous avons Marie Frick qui a levé la main et nous avons aussi une question de Lydia Ziron. Madame Frick. Oui, par rapport à la saisie des opérations de chargement et déchargement, y a-t-il une tolérance pour les entreprises comme les nôtres où les véhicules vont parfois charger et décharger 20 fois dans la journée puisqu'on fait des travaux publics et qu'on peut faire même du surplace, ou est-ce qu'on va être réprimandé de la même manière qu'une entreprise qui charge une journée et décharge le lendemain, puisque la saisie et le temps que ça prend n'est pas identique dans ces deux cas. Oui, alors madame, effectivement, votre question est très intéressante, hein, puisque on a étudié entre collègues un peu les textes qui sont disponibles. Pour l'instant, on a le règlement effectivement 165/2014 sur l'usage du tachygraphe, d'une part. Donc ça, c'est le texte européen. Et on a beau le relire, je ne vois pas à l'heure actuelle d'obligation de saisir ces opérations de chargement-déchargement. J'ai beau lire le texte. En revanche, ce qui est effectivement particulier, c'est que dans le Code des transports, donc c'est le R3315-10 pour être précis, une contravention de 4e classe est prévue alors je lis le texte tel qu'il est, tel qu'il est libellé, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Donc le fait de ne pas enregistrer, alors je vous relis le texte. L'absence d'un ou plusieurs enregistrements de la position du véhicule et notamment un des alinéas chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement. Donc en France, il existe une contravention de 4e classe pour ne pas le faire, mais en même temps, je ne vois pas de mention dans le règlement européen comme obligation de le faire finalement. Donc on a interrogé le ministère effectivement pour des éléments de doctrine, pour rien vous cacher. Et pour l'instant, j'ai consulté mes collègues. Nous, on verbalise pas, on sanctionne pas l'absence de chargement-déchargement. Pour l'instant, la saisie, puisqu'on n'a pas de mention claire sur l'obligation de le faire. En revanche, moi, je conseille vivement de le faire quand même. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a quand même un texte qui réprime. Donc, je ne pourrais pas vous dire que s'il y a un policier, un gendarme ou un autre agent qui le sanctionnerait, il aura un outil pour le faire, c'est le R3315-10 du Code des transports, il pourrait relever une contravention de 4e classe. Et surtout, cette discussion que j'ai avec M. Guoli, c'est que les autres États peuvent très bien aussi prévoir une verbalisation de l'absence de saisie des chargements-déchargements. Donc, effectivement, si on prend le R3315-10, il n'y a pas d'exemption ou autre qui est prévue, c'est-à-dire que si vous déchargez 20 fois, vous risqueriez, en se basant sur cet article, 20 contraventions de 4e classe, si on se basait sur cet article. Donc clairement,
nous, en tant que contrôleurs, on a une posture bienveillante et souple, puisque le but, c'est quand même de contrôler le cabotage. Donc déjà, pour un transport intérieur avec un véhicule immatriculé en France et d'une société française, il n'y a pas de risque de cabotage, hein, transport intérieur. Donc déjà, l'objectif du texte, il n'est pas forcément atteint. On parle, en revanche, effectivement, il y a une zone d'ombre sur l'application du texte, hein, pour rien vous cacher. Donc, à l'heure actuelle, voilà, je connais aucun contrôleur qui sanctionne cette infraction, mais on en parle bien en France. À l'étranger, tout est possible et vous risquez d'être verbalisé. Donc moi, je peux que vous recommander. Vous avez la possibilité de le faire. C'est clairement expliqué dans les modes d'emploi aussi bien du DTCO que du Stoneridge. Hein, c'est les deux modèles en circulation. Donc dès maintenant, autant sensibiliser aux conducteurs à le faire, parce que rien aussi, disons, rien n'empêche que tôt ou tard, il y a une obligation plus formelle dans la réglementation de le faire. Donc si vos conducteurs sont exercés à le faire, et ben le jour où vraiment ce sera clair dans les textes, ils seront rodés aussi, hein, parce que c'est vrai que j'ai conscience que c'est une habitude nouvelle à prendre, et donc s'ils ne prennent pas l'habitude maintenant, ils risquent d'oublier, et le jour où vraiment ce sera sanctionné, ils risquent d'avoir des frais conséquents, parce que une 4e classe, contrairement à délit, se multiplie par le nombre d'occurrences. Donc si vous oubliez 15 fois de mettre un chargement-déchargement, vous risquez 15 infractions de 4e classe à 135 €. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est assez onéreux. Donc, moi, je vous dirais, voilà, sensibiliser aux conducteurs et dites-le de le faire. C'est possible de le faire et c'est assez facile, hein, une fois qu'on a maîtrisé la manipulation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous avez besoin d'autres précisions? Oui, vous y avez répondu, mais toujours est-il que la manœuvre peut être lourde quand même si c'est entre guillemets assez facile. Le faire qu'une seule fois dans la journée et devoir le faire 15-20 fois, c'est pas le même temps. Et avec toutes les réglementations et toutes les obligations qui ont été mises en place là quand même récemment avec ces nouveaux chronotachygraphes entre le passage et frontières, etc. Finalement, notre salarié passe son temps à faire de la saisie sur son chronotachygraphe, quoi. Et ça, même si on a beau le dire aux salariés et lui demander, voilà, aujourd'hui, on se heurte à des salariés qui nous disent ouais, mais on fait plus que ça, quoi. Et je comprends quelque part leur réflexion, puisque on reste en France, on fait, enfin voilà, on sort pas forcément du territoire, mais ça devient lourd en fait, clairement. Pour notre structure, en tout cas, comme dit, sur des travaux publics où on peut faire 10 à 15 voyages ou 20 voyages dans une journée, quoi. Oui, je comprends effectivement. Et bon, là, moi en tant que contrôleur, je peux pas me donner d'avis, hein, sur des normes réglementaires, mais c'est une chose peut-être que vous pouvez remonter effectivement comme difficulté, parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, je confirme que la réglementation ne prévoit pas de dérogation pour certains types d'activités, mais je reconnais effectivement que ça peut être assez lourd à mettre en œuvre, hein, pour vous. Hein, si c'est pas la même chose si vous chargez une fois dans la journée ou 20 fois, hein, on est bien d'accord, hein, sur cet aspect-là. Il n'y a pas de dérogation prévue, hein, là-dessus. Ok. Merci. Je vous en prie. Et donc, je vois aussi une question. Oui, je vais reprendre le fil qui était posé par Madame Ziron. Pour le passage aux frontières, hein, j'ai la question. Nous constatons que les enregistrements ne sont pas automatiques lorsque la carte du conducteur est en GN1. Cela pose problème lors des contrôles, notamment à l'étranger. Qu'en est-il pour les contrôles que vous réalisez sur les véhicules étrangers? Alors, j'aimerais bien une précision sur cette question. Est-ce que vous avez déjà été verbalisé pour ce motif-là ou pas? Et si oui, par quelle autorité et quelles sanctions avez-vous eu concrètement? Le temps peut-être qu'elle réponde. Il y a Anthony Feuillet qui a levé la main. Oui, monsieur Feuillet, je vous écoute. Oui, vous m'entendez? Très bien, parfait. Oui, c'était juste peut-être pour rebondir, puisque nous, de notre côté, au niveau de nos adhérents en Alsace, on a eu effectivement
des remontées d'infractions relevées notamment en Allemagne, puisque en fait, bien que le véhicule était équipé d'un tachygraphe intelligent de deuxième génération, étant donné que la carte chrono était encore une carte version 1, le symbole pays apparaissait bien sur les données du chronotachygraphe, mais par contre n'apparaissait pas sur la carte du conducteur. Et du coup, les autorités allemandes, ayant vérifié les données sur la carte, se sont servies de ça pour verbaliser le transporteur, alors même que les données étaient bien saisies sur le tachygraphe. On est vraiment sur une incompatibilité technique de la carte avec le nouveau chronotachygraphe. C'était, je ne sais pas si vous m'entendez, c'était exactement ça le fond de ma question. C'était tout à fait ce problème que je voulais relever. Très bien, bah, là c'est clair. Merci pour les précisions apportées à tous les deux. Effectivement, je saisis bien le problème puisque je ne comprends pas pourquoi vous avez été verbalisé, très honnêtement, puisque le règlement, donc on l'a évoqué, sur l'usage du tachygraphe, c'est le règlement UE 165/2014. Et donc, pour se référer à ce point-là, on va dans l'article 34, utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d'enregistrement. Donc là, c'est une carte de conducteur en l'occurrence. Et donc, on peut se rapporter au paragraphe. Alors, c'est vrai que quand vous avez les règlements, il faut toujours veiller à ce que ce soit le règlement en vigueur. Donc là, c'est la dernière version consolidée du 19 mai 2024 que j'ai sous les yeux. Et donc, dans le paragraphe 7, donc, le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Donc, ça, c'est pas le cas que vous évoquez, mais c'est pour rappeler que bien que vous ayez le tachygraphe Gen 2V2, donc le dernier, il faut continuer en début et en fin d'activité journalière à saisir le code pays. Là-dessus, la réglementation est claire. Peu importe la génération, il faut le saisir en début et fin de journée. En revanche, là, on parle de l'alinéa 1 qui suit. À partir du 2 février 2022, le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un État membre au début de son premier arrêt dans ledit État membre. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible. Voilà, vous arrêtez effectivement à un endroit en toute sécurité. Et puis on a au paragraphe suivant, le premier conducteur n'est pas tenu d'introduire les informations visées au premier alinéa, donc celui que je viens de lire, si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l'article 8. Donc, à partir du moment, si on se base sur ce règlement, où le tachygraphe enregistre automatiquement le passage de frontière, le conducteur, en lisant cette réglementation, n'a pas à saisir le passage de frontière manuellement. Et là, on ne parle pas de carte ou autre, puisque c'est quand même, la finalité de cette réglementation, c'est le contrôle du cabotage. Je le rappelle quand même. Et donc, le cabotage ne se rattache pas à un conducteur, mais à un véhicule tracteur. Et donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est pas tellement sur la carte, dans ce cas précis, c'est vraiment sur le tachygraphe du véhicule, puisque vous pouvez avoir un conducteur qui conduit plusieurs véhicules, et ça ne va rien changer dans la réalité du cabotage puisqu'on va se rattacher au véhicule tracteur. Où est-ce que le véhicule tracteur a chargé? Où est-ce que le véhicule tracteur a déchargé? Donc, pour moi, l'important pour l'agent de contrôle et par rapport aux éléments que j'ai dans le texte réglementaire, c'est que c'est dans le tachygraphe que cet enregistrement doit se faire. Donc, soit il n'est pas automatique, on serait sur un tachygraphe Gen 2V1, mais en l'occurrence, ça ne devrait plus exister puisque maintenant, avec le rétrofit, tous les véhicules qui roulent en dehors de leur pays d'immatriculation ont un Gen 2V2. Donc, ces véhicules-là ont l'enregistrement automatique des passages aux frontières. Donc là, normalement, le conducteur, bien qu'il ait une carte Gen 2V1, puisqu'elles sont valables 5 ans, c'est la situation que vous évoquez, c'est-à-dire que ces cartes qui ont été délivrées jusqu'au 20 juin 2023 vont être valables jusqu'en 2028, pour moi, n'ont pas d'obligation en vertu des textes européens. L'inconnu, et là, malheureusement, je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'il y a des textes nationaux en Allemagne ou dans d'autres pays qui instaurent cette obligation pour que cette mention apparaisse sur les cartes conducteurs? Et là, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Donc là, il faudrait presque interroger les autorités de chaque pays pour savoir si eux ont instauré des règles spécifiques au niveau national. Mais au niveau européen, je n'ai pas de... Je ne peux que vous dire qu'en tant que contrôleur français,
nous, on ne sanctionne pas le fait que le conducteur n'ait pas saisi le passage aux frontières. Et d'ailleurs, maintenant, ça n'arrive plus, puisque soit vous avez un conducteur qui a un tachygraphe qui n'a pas GN2V2, et s'il vient de l'étranger, il est verbalisé, on lui prend le délit, on l'immobilise parce qu'il n'a pas le bon tachygraphe. Ou alors, il a le tachygraphe intelligent, le dernier en version, il est en règle par rapport à ce point-là. Et donc, cet appareil va enregistrer automatiquement le passage aux frontières et le véhicule sera en règle. Pour le cas de figure, ce serait une panne de l'appareil, effectivement. Là, la règlement, parce on a déjà eu le cas de véhicules qui n'enregistraient pas pour des problèmes techniques le passage aux frontières, alors que la génération est bonne. Dans ce cas de figure, le règlement est très clair en cas de panne. Si le véhicule le tachygraphe doit être réparé dès le retour au centre opérationnel du véhicule, et si ce retour n'est pas opéré dans les 7 jours, à ce moment-là, la réparation doit se faire au plus tard le 8e jour, en cours de route. Donc nous, en tant que contrôleur, quand on contrôle un véhicule, on va vérifier que c'est le bon tachygraphe, déjà, c'est la base, et après on va vérifier s'il fonctionne. Donc si on a un dysfonctionnement, des données qui manquent ou qui sont incohérentes, on va essayer de voir à partir de quand est apparu le dysfonctionnement. Est-ce qu'il est apparu récemment? Donc à ce moment-là, on va prévenir le conducteur et lui dire attention, il faut rapidement faire la réparation. Ou alors cette panne est ancienne et date de plus de 7 jours. Et à ce moment-là, effectivement, on va immobiliser le véhicule et lui imposer une mise en conformité sur place parce qu'il n'a pas respecté le délai de réparation prévu par la réglementation. Donc voilà, je n'ai pas plus d'éléments malheureusement. Je peux vous dire qu'au niveau français, effectivement, on ne le sanctionnerait pas. Est-ce qu'il y a des textes au niveau d'autres réglementations d'autres pays? Ça, je ne sais pas. Donc, est-ce que j'ai pu répondre ou est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissaient à approfondir sur ce point? Ça laisse tout le monde un peu sceptique. Oui, mais dites-moi alors si c'est un point. C'est bien compliqué, je trouve. Le métier devient de plus en plus compliqué et on rajoute toujours sur les conducteurs des obligations supplémentaires. C'est pas facile. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps, je vous l'accorde. Bon, on arrive un peu aussi pour apporter des éléments. Ouais. Non, mais c'est très instructif, très instructif. Je pense que bon, on va arriver au terme un petit peu de l'heure de midi qu'on avait prévu. Il reste encore 2 sujets. Moi, je propose qu'on essaye de refaire les 2 sujets dans un autre webinaire, parce qu'autrement, on va terminer vers 13h, tel que c'est parti. Est-ce que vous auriez des possibilités dans quelques temps de présenter les 2 derniers sujets qui restent sur un webinaire d'1 heure, 1h15 à peu près? Côté de Réal, il faut qu'on s'organise. C'était une éventualité qu'on avait anticipé en introduction, puisque comme dit, avec le changement des interlocuteurs, pour nous, c'était une première d'intervenir et on savait qu'il y avait une demande. On se doutait bien que ce point des chronotachygraphes suscitait beaucoup d'inquiétudes, de besoins d'éclaircissement avec des cas particuliers. Vous voyez bien, effectivement, Rémi excelle dans la pédagogie pour expliquer la réglementation qui est complexe, on le sait, et en plus avec les cas des départements frontaliers, de besoins de compréhension par rapport effectivement à l'attitude d'autorités de contrôle étrangères pour lesquelles, vous l'avez compris, hélas, on n'a pas la main. Par contre, c'est vrai, voilà, quand il y a vraiment des difficultés, ça a été cité, des gens qui comprennent pas une position, vous avez des fédérations, nous de notre côté, on remonte aussi bien sûr à l'administration centrale, c'est-à-dire le ministère d'éventuelles questions, et on pourra vous répondre. Je pense que nous, après cet exercice, donc là, on l'avait anticipé. Je pense que les points, on voulait pas les passer au lance-pierre, sont susceptibles de vous intéresser, on l'avait deviné. Donc peut-être qu'effectivement, je pense que pour respecter le temps et ne pas perturber les emplois du temps de tout le monde, à aborder à une autre occasion ces points. Les présentations sont prêtes de notre côté et on pourra, en fonction des disponibilités de chacun, se donner rendez-vous pour un nouveau webinaire, bien sûr. D'accord. Bon, je propose donc de clôturer un petit peu ce webinaire aujourd'hui. Essayer de retrouver si possible, dans les 15 jours, une date pour les 2 sujets restants.
Nicolas, peut-être à transmettre à tout le monde à quelle date on peut refaire ce webinaire, sachant qu'il faudrait qu'on le fasse au plus tard courant octobre, quoi. Je veux dire, pas attendre trop longtemps que ça puisse un petit peu mûrir dans les esprits de tout le monde. Il serait peut-être bon aussi peut-être d'envoyer la présentation à l'ensemble des personnes présentes. Comme ça, ils auront déjà aussi un petit peu la tendance de ce qu'on va discuter sur les deux sujets qui restent, hein. Donc, il reste la formation, FIMO, FCO, passerelle et accès à la profession, et aussi le CTSA pour faire partie des CTSA. J'ai eu l'occasion de sanctionner malheureusement des entreprises françaises et étrangères, et je pense qu'il y a beaucoup à connaître, parce que derrière on se rend compte que tout le monde n'est pas propre dans notre profession, malheureusement. Et ensuite, ce que j'avais reproché un petit peu au CTSA, c'est qu'on propose des sanctions, mais on n'a pas la finalité. C'est-à-dire qu'en finale, on ne sait pas si la sanction a été effectuée ou pas effectuée. Donc ça dépend peut-être plus du préfet. Donc c'était un petit peu ce que j'attendais sur le rôle du CTSA à terme. Ok. Non, mais sur ces points, effectivement, on peut les détailler. Vous l'avez dit, effectivement, nous, on organise le CTSA, c'est le préfet, hein, je veux dire. Et puis même vous-même, on propose une sanction au préfet qui, de toute façon, décide toujours. Mais voilà, ça ne sert à rien, effectivement, d'éclaircir tous ces points vite. C'est peut-être après, je vous dirais, on verra en fonction de la disponibilité des protagonistes, des personnes intéressées, de voir après le calendrier que ça imposera. Je vais pas m'engager, effectivement, sur les dates sous un mois. On va voir avec Nicolas Boitvézy les possibilités de tout ce monde sur ce. D'accord. Écoutez, moi je remercie tous les présents pour leur implication, pour les questions posées. J'espère que vous avez été éclairés sur le rôle de l'Adréal, et je vous propose de revoir aussi tous ces échanges sur le site de l'ORTL, qui sera, je pense, mis en ligne prochainement. Nicolas, peut-être un mot de la fin? J'étais justement en train de le taper dans le chat. Je voulais tous vous remercier pour votre présence, et du coup, nous donnons rendez-vous prochainement à une date à fixer. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci aux intervenants de l'Adréal. Merci, Monsieur Benoît, et à bientôt pour un prochain webinaire.